Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce mercredi. La litanie des mauvais chiffres du chômage qui touche désormais près de 2 900 000 Français. Nicolas Sarkozy dévoilera dimanche soir à la télévision, dont Public Sénat, des mesures pour améliorer la compétitivité des entreprises, dont une TVA sociale. Une loi qui fait l'unanimité au Sénat aujourd'hui pour mettre fin aux CDD abusifs dans l'administration. 100 000 contractuels sont concernés. Eva Joly, dans l'actualité, qui défend une idée originale en faveur du pouvoir d'achat, mettre un terme à l'obsolescence programmée. En clair, la durée de vie limitée de l'électroménager, par exemple, qu'on est souvent obligé de racheter. Les invités du 19h, l'enjeu de la présidentielle avec Laurence Rossignol, sénatrice du Parti socialiste, et Salima Assa, nouvelle figure de l'UMP. Elles sont tout à l'heure face à face. Et pour l'instant, côte à côte, pour vous les présenter, sachez également que l'un des producteurs de la série Les Hommes de l'Ombre, diffusée à partir de ce soir sur France 2, sera également avec nous. Les coulisses de l'élection présidentielle, côté communication et manipulation. Le chômage au plus haut, donc, depuis 1999, avec quelques 30 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Le mois dernier, 152 000 de plus en un an. Les seniors sont les plus touchés par cette envolée. Plus de la moitié, en effet, des nouveaux chômeurs ont plus de 50 ans. Et à moins de 100 jours du premier tour de la présidentielle, maintenant, des réformes structurelles sont donc en préparation. À l'Élysée et à Matignon, Nicolas Sarkozy les dévoilera dimanche à 20h15 à la télévision. Outre l'aménagement du temps de travail, l'instauration d'une TVA sociale et une augmentation de la CSG déchaînent les passions. Fabrice Cunet. Comment compenser la baisse des charges patronales? À l'Élysée comme à Matignon, on consulte sa majorité. L'idée pour l'instant serait d'augmenter de 2 points la TVA et de quelques dixièmes la CSG. Philippe Marigny est l'un des invités de ces réunions de travail. Si certains critiquent cette TVA sociale à l'UMP, lui la soutient, mais pas à n'importe quel prix. Moi, je pense que c'est une mesure qui ne doit pas s'appliquer brutalement et sans contrepartie. Le gouvernement voudrait ainsi redéployer la prime pour l'emploi, une cagnotte de 2,5 milliards d'euros. Le coup de pouce prendrait la forme d'une baisse des charges salariales pour les bas revenus. Le gain est estimé à 50 € par mois pour un smicard, par exemple. Et pour défendre l'ensemble du dispositif, l'argumentaire est déjà bien rodé. La récente expérimentation en Allemagne. Je crois que l'observation de la réalité allemande montre qu'il ne faut pas sataniser cette TVA sociale ou anti-délocalisation. 2 textes législatifs seraient nécessaires et le président veut aller vite. Le calendrier serait déjà arrêté avant même l'annonce ce dimanche des choix de l'Élysée. Avec son intervention télévisée de dimanche soir, Nicolas Sarkozy compte reprendre la main et dissiper les doutes nés de ses confidences sur sa vie après un éventuel échec offensif. Il l'est sur la question des classes moyennes. Le chef de l'État a vu dans le discours du Bourget une attaque sans précédent. La droite vous a déjà trahi, a riposté François Hollande hier soir à Toulon. Les classes moyennes, grand enjeu électoral pour la droite comme pour la gauche. On en parle dans un instant avec nos 2 invités. Une pique d'Eva Joly aujourd'hui contre François Hollande et son projet d'accélérer le retour à l'équilibre budgétaire. La candidate écologiste a présenté son propre budget qu'elle a soumis aux économistes de l'OFCE. On retient une idée originale en faveur du pouvoir d'achat, éviter que les consommateurs soient contraints de refaire régulièrement les mêmes achats en raison de l'obsolescence programmée, une technique et une astuce des fabricants. Nathalie Guillouard. Le programme est chiffré et validé par des experts de l'Observatoire français des conjonctures économiques, un programme centré autour de 3 axes. Une réforme de la fiscalité vers une fiscalité environnementale, l'augmentation des dépenses d'investissement public et le relèvement des impôts pour les hauts revenus. À ces propositions attendues s'ajoutent des idées plus originales. Aujourd'hui, l'obsolescence des appareils est programmée. Les machines à laver tombent en panne et doivent être changées au bout de 3-4 années. Ils peuvent en réalité marcher 30 années. Et donc nous utiliserons la voie législative pour obliger les constructeurs
à produire des appareils qui ont une durée plus longue. Pour Eva Joly, le calcul est simple, c'est 30 milliards qui pourront être utilisés à la réduction des déficits. Un chiffre qui donne des ailes à la candidate écologiste qui aiguise ses critiques à l'encontre de François Hollande. C'est tout à fait irréaliste d'atteindre les 3% de déficit en expression du PIB dès 2013, que nous pouvons faire cela qu'en 2014. Donc aujourd'hui, moi je parle de mon programme à moi, je vous dis qu'il est très crédible et pas simplement je vous le dis, je vous le prouve. Reste à savoir si ce programme chiffré permettra à la candidate Eva Joly de décoller dans les sondages. Le président du groupe RDSE au Sénat, qui regroupe notamment des radicaux, les radicaux de gauche, Jacques Mézard, indique qu'il a réuni des signatures de sénateurs des 6 groupes du Sénat pour déposer un recours constitutionnel contre la loi sanctionnant, vous le savez, la négation du génocide arménien qui a été votée récemment par le Sénat. Sur ce même sujet, l'ancien ministre et ancien sénateur socialiste Robert Badinter estime que la loi qui a été votée n'apportera que des déboires, y compris selon lui pour la communauté arménienne elle-même. Une mesure qui fait consensus au Sénat, la loi qui vient clore de longs mois de négociations sur la précarité dans la fonction publique. L'accord signé par le gouvernement et les syndicats arrive devant les parlementaires et donc droite et gauche se retrouvent pour mettre un terme aux CDD abusifs dans l'administration. Explication, Simon Barbarie. Qui pourrait se plaindre que le contribuable... Attention. Voilà, nous avions un problème de son, comme vous l'avez compris. Nous allons rester avec le chef de l'État que l'on voyait là lors de ses vœux aux forces sociales à Lille il y a quelques semaines, expliquer justement qu'il fallait mettre un terme à la précarité dans la fonction publique. Le chef de l'État, donc, pour cet hommage, cette fois aujourd'hui, aux 4 soldats tués vendredi en Afghanistan. La cérémonie s'est déroulée à Vars, en Isère, là où étaient basés 3 militaires abattus par un membre de l'armée afghane. Ça s'est donc passé vendredi. Le chef de l'État, dans son discours, a invité à ne pas nous tromper de colère, a-t-il dit, soulignant que l'acte de barbarie et d'obscurantisme doit renforcer notre détermination à œuvrer pour la paix en Afghanistan. Il a donc donné des gages aux alliés sur le maintien des troupes françaises, alors que François Hollande a évoqué lors de son meeting du Bourget dimanche une mission terminée. Nicolas Sarkozy encore. Il a par ailleurs accusé aujourd'hui le candidat socialiste de menacer le consensus sur la laïcité avec son projet d'inscrire dans la Constitution la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Il a rappelé que la France est une république laïque et sociale, principe déjà inscrit dans le préambule de la Constitution. On le voit, les sujets de clivage ne manquent pas. Avec nous, Laurence Rossignol, donc sénateur socialiste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Salim Assa, secrétaire national de l'UMP de fraîche date. Vous êtes un nouveau visage du sarkozysme, adoubé même et poussé, dit-on, par le chef de l'État lui-même. C'est cela. Vous confirmez? Je confirme. Vous confirmez. Alors tiens, un mot sur la laïcité. Un thème qui sans doute vous est cher à toutes les deux, à l'une et à l'autre. Vous avez entendu Madame Rossignol, le chef de l'État, critique François Hollande qui veut inscrire la laïcité dans la Constitution. Elle y est déjà, dit-il. Écoutez, s'il y est déjà, il n'y a donc pas de problème à l'inscrire. Et donc, il n'y a pas de souci. Et la deuxième remarque, c'est qu'il y a une petite différence entre le bloc de constitutionnalité et la Constitution. Et je pense que la question de la laïcité est un sujet qui a suffisamment été présent au cours de ce quinquennat, parfois de la part du chef de l'État, par des entorses au principe de laïcité, parfois agité pour tendre les relations entre les communautés en France. C'est bien que François Hollande ait proposé dans son projet que la laïcité soit dans la Constitution, parce que s'il est élu, il sera aussi élu sur une base laïque. C'est un élément important du mandat qui lui sera donné par les Français. Plus qu'un autre? Oui, parce qu'il aura proposé une réforme de la Constitution en faveur de la laïcité, donc il sera validé dans cette proposition. Salim Assa, sur cette question. Écoutez, sur cette question, je pense qu'en effet, comme l'a dit le chef de l'État, la France est un pays déjà laïque. Il y a déjà eu des actions qui ont été menées par le chef de l'État à ce sujet, notamment la loi sur la burqa. Et ce que je pense surtout, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas un sujet prioritaire pour les Français. Aujourd'hui, le sujet prioritaire pour les Français, on le sait bien, c'est le chômage, c'est le logement, ce sont les conditions, en effet, de travail. Et un des sujets que vous avez évoqué précédemment, justement la loi sur les CDD dans la fonction publique, ça, c'est une priorité pour les Français.
Je pense que ça fait partie Alors là, vraiment c'est un des grands sujet de chantiers. consensus. Hein, Tout à fait, j'en suis ravie. Voilà, alors on va parler des sujets qui fâchent entre vous et notamment sur l'emploi, les réformes structurelles qui sont annoncées et qui seront annoncées dimanche soir à 20h15 à la télévision par le chef de l'État. D'abord, est-ce que vous avez le sentiment, l'une et l'autre, que le doute a changé de camp, Madame Rossignol? Oui, enfin, il faut être modeste, mais je crois qu'effectivement, il s'est passé quelque chose dimanche. François Hollande était attendu par les Français. Il l'était d'autant plus que la primaire socialiste avait déjà été un formidable mouvement d'engagement des Français en faveur d'un candidat de la gauche, et François Hollande avait eu un rôle important dans cette primaire, avec Martine Aubry, tous les deux et les autres, ils avaient contribué à ce que les Français s'intéressent à la gauche et à son candidat. Et il a confirmé ce mouvement qui était engagé depuis la primaire socialiste, qui est que les Français attendent les socialistes, ils attendent le candidat, ils sont disponibles pour une alternance et une alternative, et qu'ils l'incarnent bien. Il était donc au rendez-vous de ce moment-là. Très bien, là vous nous renvoyez à dimanche. Salim Assa, est-ce que vous estimez, vous, qu'effectivement le doute a changé de camp? On dit beaucoup, vous l'entendez à l'UMP aujourd'hui, que le moral n'est pas au beau fixe. Mais écoutez, ce matin, j'étais à la réunion du groupe politique de l'UMP. C'est pas du tout ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que vous avez entendu alors? Écoutez, nous sommes très confiants. Nous attendons que notre candidat se déclare. Mais il est clair qu'on est dans un passage. Enfin, là où je rejoins Madame Rossignol, c'est que les Français s'intéressent à la politique. Ça, c'est vrai. Et ils s'intéressent à cette campagne. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un moment important de la campagne. Mais le doute n'a pas du tout changé de cas. Au contraire, nous sommes toujours aussi combatifs et toujours aussi convaincus que nous avons des idées à défendre, des propositions à faire, et que nous avons vraiment confiance en notre candidat qui se déclare. Et quelle sera, selon vous, la meilleure façon pour lui de rebondir dimanche soir à la télé? Eh bien, écoutez, il a une des grandes qualités, c'est que justement, il sait rebondir, c'est qu'il a énormément d'énergie et toujours beaucoup d'idées. C'est un président en action et il souhaite... Jusqu'au bout, alors évidemment, voilà, là, parce que là, vraiment, on touche au bout. Hein. Et on ne peut pas lui reprocher d'avoir le courage de mener des réformes jusqu'au bout, de faire son travail jusqu'au bout. Je pense que ça, c'est plutôt une grande qualité pour le chef de l'État. Laurence Rossignol. Qu'attendez-vous? Qu'espérez-vous du chef de l'État? En politique, il y a une règle, c'est même pas mal. Quoi que ce soit qui se passe, quoi qu'il arrive, il faut toujours dire même pas mal. Donc effectivement, Madame dit... Ce matin, c'était formidable, il y avait une ambiance merveilleuse et on était tous extrêmement confiants. Je pense que c'est pas le cas. Voilà, je pense que c'est pas le cas parce que le doute... Vous ne la croyez pas? Je la crois. Probablement, tout le monde a fait l'effort pour donner cette impression-là. Mais ce n'était pas qu'une impression, Madame Rossignol. Nous sommes convaincus. À un moment donné, c'est de l'inconscience. Si vous vous obstinez à me dire ça, ça relève de l'inconscience. Parce que le doute, il n'est pas tant sur les chances de votre candidat que sur la perception par le pays de la politique qu'il a menée pendant 5 ans. Et là, on n'est même plus dans le doute. On est dans le bilan. Et même dans le dépôt de bilan en ce qui concerne ce gouvernement. Je m'en doutais un peu que vous ne seriez pas d'accord. Le président va nous faire des propositions. Bon, la TVA sociale, ça fait déjà quelques semaines qu'il nous en parle. J'apprends qu'il va augmenter la CSG. Enfin, ce n'est jamais que quelques mesures supplémentaires qui viennent s'ajouter à celles qu'il a produites pendant 5 ans, qui ont contribué à faire augmenter le chômage, faire baisser le pouvoir d'achat des Français, accroître la précarité et mettre en difficulté quasiment tous les Français, à part les plus riches, auxquels il a fait beaucoup de cadeaux en arrivant. Et alors, Salim Assa, conteste le bilan déjà. Alors, on vous écoute sur le bilan. Moi, je suis présidente de l'établissement public qui s'appelle l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Et je peux vous dire, Madame Rossignol, que sur les territoires zones urbaines sensibles, il y a énormément de choses qui ont été menées pendant ces 5 années. Il y a plus de 40 milliards d'euros qui ont été dépensés pour la rénovation urbaine. Les quartiers ont été transformés. Il y a plus de 500 000 enfants qui ont pu bénéficier du programme Réussite éducative, qui est un programme qui permet d'accompagner les enfants vers la réussite pour ceux qui sont en difficulté scolaire. Il y a également plus de 2400 places en internat d'excellence. 8000 stagiaires en école de la deuxième chance. Donc, si vous voulez, je considère... Dans votre domaine, dans mon domaine, il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Il y a encore des choses à faire. Là, la question était plus large. Au bout de 5 ans, est-ce que la France, dans cette période de crise terrible qui s'est abattue sur nous,
Est-ce que la France a mieux ou plus mal ben, résisté moi, que d'autres pays, nos voisins? C'est ce que j'allais vous dire. Il suffit de regarder ce qui se passe chez nos voisins. Il me semble qu'en Grèce, il y a des fonctionnaires qui n'ont plus reçu leur salaire. Il me semble qu'en Espagne, il y a le taux de chômage qui est encore plus élevé. Je pense que, en effet, en France, nous avons pu résister à cette crise qui est extrêmement difficile. C'est une crise qui n'a jamais été aussi forte. Et aujourd'hui, oui, nous avons résisté à cette crise. Maintenant, il reste toujours des choses à faire. Moins bien que l'Allemagne. Moins bien que l'Allemagne, mais mieux que l'Espagne, mieux que la Grèce. Mais moins bien que l'Allemagne. On peut toujours faire mieux. Et c'est ça que nous allons faire. Je vous remercie d'avoir rapporté la comparaison avec les pays auxquels nous ressemblons le plus en termes de capacité économique. Et nous sommes plus proches de l'Allemagne que de la Grèce ou de l'Espagne, qui sont des pays qui ont rejoint plus tardivement l'Union européenne, qui ont été aidés par l'Union européenne et qui n'ont pas eu la même croissance que nous pendant des années. Donc, la comparaison avec la Grèce et l'Allemagne est un peu manipulatrice. Mais vous parliez de votre propre bilan, à la tête de l'accès. Écoutez, je vais prendre 2 autres chiffres, je comprends, et c'est bien normal que vous vous en satisfaisiez. Les RASED, c'est un élément important de la cohésion sociale et de l'aide dans les quartiers. Alors on rappelle, je vais le rappeler. C'est important dans le cadre des établissements scolaires, le soutien qui c'est le soutien aux élèves en difficulté. 2500 postes supprimés l'année prochaine qui viennent s'être jetés aux 2500 postes déjà supprimés. Comment peut-on dire que dans les quartiers, on fait de la cohésion sociale, on aide les habitants en supprimant les postes d'enseignants, de psychologues et de personnels éducatifs qui sont auprès des enfants en difficulté. Et puis je vais prendre un deuxième chiffre. Le Qatar investit 50 millions d'euros dans nos quartiers, dans nos banlieues, pour aider les habitants et leurs projets économiques. C'est quand même avec certaines arrière-pensées de leur côté aussi. Hein. Eh bien écoutez, je n'irai même pas jusque-là. Je me contente. On peut imaginer quand même. Hein. Mais je ne ferai même pas. Pas que le sport pour faire valoir éventuellement son poids diplomatique, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je vais vous dire ce que formidable. Je trouve ça quand même assez terrible qu'un pays comme la France soit obligé, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur, de saluer l'arrivée de 50 millions d'euros par les fonds qatariens pour venir en aide aux difficultés des habitants dans nos quartiers. Alors, et quand on parle, je finirai juste une chose, vous êtes à la tête de quelque chose qui s'appelle la cohésion sociale. Quelle cohésion sociale votre gouvernement a-t-il promu dans notre pays après avoir passé 5 ans à dresser systématiquement les Français les uns contre les autres, les chômeurs contre les salariés contre les retraités, les immigrés de la première génération contre ceux de la deuxième génération, les clandestins contre les réguliers, et en permanence avoir tenté de diviser notre pays. L'échec de la cohésion sociale, il est avant tout symbolique, politique, avant même d'être financier. En tout cas, sur les quartiers, moi je peux vous dire qu'il y a eu du redéploiement, comme disent certaines personnes, et il y a eu plus de 400 millions d'euros qui ont été déployés et dépensés sur les quartiers pour la cohésion sociale. Quand je parle du programme Réussite éducative, le programme Réussite éducative, c'est identifier les enfants qui sont en difficulté à l'école et leur monter une équipe pluridisciplinaire autour de ces enfants pour les accompagner vers la réussite. Avec plus de 500 000 enfants. Quel enseignant? Avec les enseignants, les psychologues, les nutritionnistes, et vous supprimez les postes, moins 5000 postes, comment vous pouvez nous expliquer en même temps, vous identifiez les enfants? Très bien. Et avec 5000 intervenants en moins, comment vous faites une fois que vous les avez identifiés pour les accompagner, les aider et les sortir des échecs scolaires? En fait, vous avez trouvé le moyen d'enseigner sans poste. Non, pas du tout. Là, c'est un raccourci qui est un peu rapide. Ce programme est plébiscité par l'ensemble des élus. Et je peux vous dire également par les élus de gauche qui souhaitent que ce programme continue et qui fonctionne très bien. Donc, et concernant les fonds du Qatar, ça m'intéresse. En effet, moi, les Qataris veulent investir pour le développement économique. Je vois pas en quoi c'est dégradant ou négatif de recevoir des fonds pour accompagner le développement économique en sachant qu'ils le feront en coordination avec nous, en cohérence et en transparence. Voilà. Donc il y a deux visions, je ne vois pas en quoi ce serait négatif. On le voit depuis quelques heures, le débat se focalise particulièrement entre vos candidats respectifs sur le sort, l'avenir des classes moyennes. Je vous propose de voir le sujet avec Mounir Soussi et d'en débattre tout de suite après. Invisible, oublié, sans voix, plusieurs noms pour une même catégorie, les classes moyennes. Pour la majorité, le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour défendre ces Français qui ont parfois l'impression d'être oubliés par les gouvernants. Avec la libéralisation des heures supplémentaires et la défiscalisation des heures supplémentaires. Ceux qui travaillaient plus avaient réellement, totalement, si je puis dire, le bénéfice de cela. Les droits de succession, on les a gardés pour les grosses fortunes, si je puis dire, sur les sommes très importantes, mais en revanche, on a supprimé les droits de succession pour que les gens puissent vraiment donner à leurs enfants sans que ceux-ci aient besoin de vendre
finalement pour pouvoir payer les droits de succession. Des réformes qui ont aggravé la situation. Selon le PS, le quinquennat se résume à une succession de cadeaux aux plus riches, payés en grande partie par les classes moyennes. La fiscalité des classes moyennes a considérablement augmenté avec une hausse de la TVA au début de cette année, avec une hausse de l'impôt sur le revenu et on nous annonce une nouvelle hausse d'une TVA qu'on veut baptiser compétitivité ou sociale. TVA sociale contre quotient familial, les partis avancent leurs propositions et s'affrontent pour conquérir cet électorat convoité qui pourrait englober jusqu'aux 2/3 de la population. Le malaise est palpable selon une étude publiée aujourd'hui. Pour près de la moitié de cette catégorie, leur situation s'est dégradée ces 10 dernières années. Alors pourquoi cette bataille autour des classes moyennes qui n'est pas facile de définir d'ailleurs, parce que c'est en tous les cas un socle électoral important pour la droite comme pour la gauche, Laurence Rossignol? C'est une partie importante de notre population et c'est une partie de la population qui est inquiète. 330 000 pauvres supplémentaires au cours des 5 dernières années. 330 000 pauvres supplémentaires, ça veut dire 330 000 personnes qui sont dégringolées, tombées de la catégorie classe moyenne ou bas des classes moyennes vers la pauvreté. Donc ça, c'est une angoisse qui se répand dans la population. On peut comprendre que ceux qui sont encore dans les classes moyennes aient regardé les 330 000 nouveaux pauvres de bilan de Nicolas Sarkozy avec inquiétude. Et par ailleurs, elles ont été quand même beaucoup taxées. L'augmentation de la TVA de 2%, elle a, par exemple, fait augmenter le ticket de métro ou l'eau, des biens essentiels, indispensables, ceux que tout le monde consomme. Et puis tout le monde a vu que pendant la même période, les plus riches se sont formidablement enrichis. Quand on dit c'est la crise en France, soyons clairs, ce n'est pas la crise pour tout le monde, pas la crise pour les amis de l'UMP et pas la crise pour les gens à qui l'UMP et Nicolas Sarkozy, depuis le départ, avaient promis une embellie. Salima Assa. Écoutez, on revient au bilan. Oui, quand je reviens au bilan, la suppression des droits de succession, il me semble que ça concerne l'ensemble des Français. Donc, quand je vois qu'en effet le candidat socialiste propose la suppression des droits de succession, je me dis qu'il touche aussi à la classe moyenne. C'est quand même normal, quand on a travaillé toute sa vie, qu'on a acheté une maison, qu'on a acheté des biens et qu'on veut les céder à ses enfants, qu'on ne paye pas de droits de succession. J'ai pas l'impression que ce soit un avantage uniquement pour les gens les plus riches. Les petites ou moyennes successions. Je voudrais juste revenir un instant sur la vision que madame a de la société française, qui consiste à dire que les droits de succession, ça concerne tous les Français. Mais non, madame. Quand on vous dit qu'il y a 8 millions de gens qui vivent dans la précarité dans ce pays, ça veut dire que c'est déjà 8 millions de gens pour qui les droits de succession, ça ne veut rien dire. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. La classe moyenne. Ça concerne la classe moyenne. Ça aurait pu concerner la classe moyenne si le programme de Nicolas Sarkozy, celle de la France des petits propriétaires qu'il avait promis en 2007, avait réussi. Mais sauf que cette France s'est appauvrie et que les petits propriétaires ne sont pas plus nombreux qu'ils étaient quand vous êtes arrivé au pouvoir en 2007. Pas plus nombreux, en tous les cas, quand ils cèdent leur bien, ne croyez pas que ça concerne tout le monde. Ne croyez pas que ça concerne tout le monde. Madame Rossignol. Ça concerne la classe moyenne qui a pu. Et ça ne concerne pas tout le monde dans la classe moyenne, puisqu'il y avait toujours eu un plafond sur les droits de succession. Donc ça concerne les classes moyennes supérieures. Et bien entendu, dès lors qu'on attaque les retraites des gens, qu'on les inquiète sur le moment où ils pourront, sur la façon dont ils pourront vivre, on les inquiète sur les générations futures, à un moment donné, la succession devient le seul moyen de se garantir. Un mot de Salima Assa. Vous qui connaissez bien les quartiers, vous n'avez pas envie de dire peut-être qu'il ne faut pas sombrer dans le misérabilisme? Écoutez, moi en tout cas, moi qui connais bien les quartiers en effet, je pense qu'il faut arrêter de regarder le verre à moitié vide parce que ça c'est une mentalité assez française et que ce serait bien de regarder un peu les choses qui marchent bien, puisque dans les quartiers justement il y a énormément de dynamisme. C'est vrai que ce ne sont pas les choses que l'on montre souvent. Énormément de dynamisme, un jeune sur deux souhaite créer son entreprise. Le statut d'auto-entrepreneur a eu énormément de succès dans les quartiers. Il y a énormément de pépites dans ces quartiers et ce serait bien qu'on en parle un peu plus. Merci toutes les deux, restez avec nous, Laurence Rossignol. Et un jeune sur deux est au chômage. Vous connaissez la chorégraphie des Hollandais? Avec les bras? Oui, faites-le. Je l'ai vu passer, ça doit faire quelque chose. C'est pas tout à fait ça. Regardez vos collègues socialistes, sénateurs et sénatrices. Le changement, c'est maintenant. 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 Le
Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Alors, ça y est, vous avez appris la leçon maintenant, Laurence Rossignol. Voilà. Salima Assa, qu'est-ce que vous en pensez de cette astuce? Écoutez, pourquoi pas? Oui, pas plus que ça. À nos côtés, Emmanuel Dossé. Bonsoir. Vous êtes l'un des producteurs de la série Les Hommes de l'Ombre, qui est diffusée à partir de ce soir sur France 2. C'est un gros plan sur les spin doctors, les hommes de communication qui peuvent inspirer ce genre d'astuces et de messages en tous les cas. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans cette série? On a déjà voulu montrer une série ambitieuse en France. Oui, d'accord. Ça, c'est bien déjà. On a déjà voulu faire un... Avec quel propos? C'était ma question. Mais j'ai bien compris. Je m'intéressais à votre fond de sauce. On a voulu déjà montrer que dans la communication, il faut toujours de la sincérité, parce que sinon ça passe pas. Et c'est un peu comme quand on fait un film. Si on n'est pas un peu dans une volonté de parler réellement de la société française, et plutôt que d'une société... un peu dans le formol, comme on l'a vu longtemps dans la fiction française, eh bien, elle ne marchera pas. Et le mieux pour ça, c'est d'être ancré notamment dans le combat politique, et celui d'une présidentielle, ça tombe bien. Quel meilleur endroit que le pouvoir, les coulisses du pouvoir, et a fortiori la quête du pouvoir, pour montrer les passions humaines, qui sont là évidemment exacerbées, donc c'était ça notre volonté. Et puis on avait aussi envie... qu'on parle de notre fiction française. Ce soir, on va être diffusé face à une série américaine et la plupart des téléspectateurs, voire des électeurs, pensent que les séries françaises sont bien moins bonnes que les séries américaines. Et nous, on veut prouver un peu autre chose et avoir une autre ambition. On va poser une question sur le titre. Les hommes de l'ombre, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de femmes de l'ombre? Ah si, il y en a aussi. Mais là, ce sont deux hommes. Il y a des femmes de l'ombre. Alors déjà, la grammaire nous autorise. Et il y a une femme dans la lumière aussi dans cette série. Donc je pense que la parité est respectée. Nathalie Baye. Donc alors on peut résumer en un mot l'argument. On est dans un combat au sein d'un même camp politique, avec deux candidats qui s'affrontent et qui s'appuient sur les hommes de l'ombre, donc les hommes de la communication. On est bien loin des débats et des sujets de fond qu'on a traités il y a un instant. C'est aussi ça la politique et la présidentielle. Alors, en l'occurrence, c'est une campagne très particulière puisque c'est suite à un attentat qui va causer la mort du président de la République en exercice. Donc c'est une campagne très très courte, il y a 35 jours pour élire. Et c'est vrai qu'on fait un focus, nous sommes dans la fiction, on fait un focus sur... les coups bas, les trahisons et les outils de communication qu'utilisent ces hommes de l'ombre pour faire élire leurs candidats. Est-ce que c'est une série, on va tous la regarder, maintenant on a compris le message. On file à la télé. On va vite filer devant son poste. Est-ce que c'est une série qui va nous aider à décrypter la campagne présidentielle du moment? Avec ses fausses confidences du chef de l'État, ces gestes-là que les socialistes essayent d'imprimer dans l'opinion, je ne sais pas. Je crois que le public, il n'est pas dupe. Je crois que le public n'est pas dupe, il n'a pas besoin de cette série pour savoir qu'il y a des communicants, qu'il y a de la communication. C'est plutôt, nous, l'ambition, c'est à nouveau de ce que doit être une série, refléter la société française et s'interroger avec le public sur ce qu'est la société française. Est-ce que des personnages réels ont pu vous inspirer? L'histoire nous inspire forcément, l'air du temps nous inspire. Après, on n'a jamais voulu faire un roman à clé dans cette série. Très bien, donc vous avez picoré à droite, à gauche. À droite, à gauche, au centre. Et combien de semaines va nous tenir en haleine cette série? 3 semaines. 3 semaines. Rappelez les têtes d'affiche. Donc c'est avec Nathalie Baye, Bruno Volkovitch, Grégory Fitoussi et Philippe Magnan qui interprètent un formidable Premier ministre. Mesdames, est-ce que vous estimez que les hommes de l'ombre sont trop présents dans la politique et derrière les candidats, dans la façon? Les hommes sont trop présents. Les hommes sont dans trop l'ombre ou présents. dans la lumière, déjà. Vous êtes d'accord sur ce point. Merci à tous d'avoir participé à cette édition du 19h à 22h. Sonia Mabrouk à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info, bonsoir et à demain à 19h.